Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette introduction. Il se trouve que j'ai eu le plaisir au Festival du Jeu de Montpellier de rencontrer Arcada Studio et que on a discuté d'un sujet qui m'a beaucoup plu puisque c'est un sujet qui à la fois est parfois méconnu du grand public, c'est le financement participatif, le fait d'avoir toute une communauté qui va participer financièrement à un projet, en l'occurrence là un jeu de société, sauf que souvent on a affaire à des studios qui eux-mêmes ne comprennent pas la difficulté à organiser une campagne comme celle-ci, et donc l'idée c'était avec Noah, qui est le responsable marketing d'Arcada Studio, un studio de jeux de société hybride, ça veut dire qu'ils ont une application à côté, qui s'est spécialisé dans le financement participatif et justement de profiter de leur expertise pour pouvoir discuter de ce sujet qui n'est pas si évident que ça, qui est pas si évident même pour les personnes de l'industrie. Et là, on a Noah qui nous a très bien expliqué où est-ce qu'ils en étaient, quel était le rapport finalement à la communauté, surtout que Arcada Studio s'est fait connaître avec un jeu fantasy qui s'appelle Erune, mais qui derrière a évolué vers d'autres jeux, d'autres licences. Et donc c'est pas si évident que ça. Comment est-ce qu'on maintient la communauté, comment est-ce qu'on fait pour évoluer avec cette communauté-là et surtout physiquement et mentalement, comment est-ce qu'on se prépare à ça. Là pour le coup, Noah se retrouvait à faire un salon juste après une campagne de financement participatif pour leur jeu Spark Riders 3000 et pour tout vous dire, justement le début de l'interview c'était de savoir si c'était pas trop difficile d'enchaîner une campagne de 30 jours avec un salon de 2 jours où on a près de 10 000 personnes. Voilà sa réponse. Donc voilà, c'est un peu compliqué des fois de faire comprendre que on va avoir des soucis à préparer une campagne de financement. Il y a des étapes, ça dure une 30aine de jours, il faut communiquer, il faut préparer les annonces, voilà, qu'est-ce qu'on débloque, quand, voilà, et de faire en sorte de maintenir l'engagement du public. Ça fait partie des problématiques en plus que vous avez eues pour finalement en plus de ça se retrouver à faire un salon juste après. C'est-à-dire, en termes d'épuisement, il doit y avoir quelque chose, non ? Ah oui, non, mais clairement, le fait de faire un salon juste après une campagne de financement, c'est sûr que c'est du travail, même en termes de communication. Faut pas perdre l'information non plus pour les gens, faut qu'ils puissent nous suivre, qu'ils puissent venir au festival, nous rencontrer aussi. Après, on en a même fait un pendant la campagne, donc là aussi, nous on aime bien faire pas les choses à moitié. En général, on a fait Ludinor pendant la campagne, donc voilà, c'est Arcada Studio, on est partout. Mais du coup, on évite que par exemple la team communication soit sur le festival à ce moment-là, parce que du coup, il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux nombreuses questions qu'on a un peu partout à propos de la campagne de financement. Donc voilà. Parce que toi, Noah, du coup, tu es le référent marketing de Arcada Studio. C'est ça, donc je suis responsable communication et marketing à Arcada Studio depuis janvier, donc en CDI. Avant, j'étais freelance avec eux. On est une équipe, on est une petite équipe encore, on est 8 au studio. On a récemment aussi Logan qui est en communication avec moi, qui gère, qui est campaign, je sais pas comment on dit, crowdfunding campaign manager. Donc il va vraiment gérer la page de financement participatif, donc, parce que ça c'est vraiment un job à part entière, aussi bien en point de vue visuel que contenu, que réponse aux commentaires, ce genre de choses, c'est vraiment la totalité. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses à préparer en amont d'une campagne, mais également pendant, ne serait-ce que le déblocage des paliers, des stretch goals. Qu'est-ce qu'on débloque ? Des fois, on s'adapte aussi énormément, surtout dans notre studio, on s'adapte énormément à ce que veulent les gens. Nous, on écoute beaucoup la communauté sur s'ils ont des suggestions pour le jeu. Eh bien, on va les mettre en stretch goal, par exemple. Donc ça, c'est de l'improvisation pendant la campagne. Des fois, on n'avait pas l'idée, des fois, on avait l'idée, donc on l'améliore, on l'ajuste.
Mais ça, c'est vraiment de l'improvisation pendant. Donc ça demande beaucoup de travail et d'adaptabilité, surtout. Bah oui, parce que le jeu avec lequel moi je vous ai connu, c'est Erune, qui est une façon très rapide de le présenter, c'est un digne descendant d'HeroQuest, un dungeon crawler qui est très généreux à la fois dans la partie cosmétique, dans ce qu'il a à proposer en termes de scène, c'est-à-dire que quand vous avez le jeu qui est étalé devant vous, vous avez à la fois des couleurs qui pètent un peu de partout, donc c'est très coloré, et en même temps vous avez un côté médiéval fantastique où on va se retrouver avec vraiment voilà, le mobilier, avec le côté scénaristique. Et là où il y avait une particularité, c'était qu'il y avait une application qui permettait de jouer ensemble avec le jeu finalement. Exactement. Bah, c'est le propre du studio, c'est vraiment on fait des jeux hybrides, donc c'était l'innovation dans le dungeon crawler, c'était que ce soit un dungeon crawler hybride, donc avec l'application qui prend le rôle de maître du jeu, l'esprit des runes qui va guider l'aventurier à travers le donjon. Non, mais c'est un tour de force parce que ça veut dire que dès le départ, et ça les gens s'en rendent pas forcément compte, il vous faut des compétences, évidemment game design, évidemment graphisme, etc. Sauf qu'en fait, dès qu'on parle de figurines, s'il faut les concevoir, ça veut dire qu'il faut les concevoir en 3D. Tout à fait, la modélisation. Voilà, donc en plus on a tout ce qui est illustration de cartes, etc. C'est 2D. Ensuite il faut passer en 3D, mais en réalité il faut aussi avoir l'expérience de la fabrication de figurines. Ça sur Radio Clapas on en a déjà parlé, les techniques ont évolué mais mine de rien il faut les connaître. En plus de ça, vu qu'il y a une application, ça veut dire qu'il faut être développeur. Exactement. Et c'est là le rassemblement de talents qu'il y a à Arcada Studio, et c'est ça que Quentin, le fondateur, a vraiment réussi à, je trouve, fédérer autour de lui vraiment une bonne équipe de talents, puisque du coup on a une équipe de développeurs. Je pense que c'est ceux qui sont le plus nombreux au studio actuellement. on a quatre développeurs au studio. Après il y a tout le pôle artiste, donc comme tu l'as très bien dit, il y a de la modélisation 3D, on fait aussi de l'animation puisque du coup on a nos trailers qui sont en 3D aussi, animés, donc animation 3D, animation 2D, illustration, on a beaucoup d'artistes au studio, et on a aussi quelques freelances qui nous aident, par exemple Guillaume Lucbert qui est l'illustrateur principal de Sifflard, notre dernier jeu d'ambiance, et aussi un illustrateur qui a travaillé avec nous sur Spark Riders. Donc voilà, c'est un regroupement de talents, vraiment c'est assez large, vraiment en termes de compétences et de connaissances et de techniques, c'est sûr. Et puis après évidemment on a de la communication marketing, de la vente, parce que c'est nécessaire tout de même pour vivre, donc voilà. Oui, parce que on a un studio qui va concevoir, produire, commercialiser ses propres jeux, mais vous existez aussi en boutique. Exactement, on est distribué par Néoludis. Donc Néoludis c'est notre distributeur et eux en fait permettent le pont, si je peux dire, entre les boutiques spécialisées et nous-mêmes. C'est eux qui nous commandent une certaine quantité et ensuite ils le proposent aux boutiques spécialisées de jeux de société. Et là en plus ça veut dire qu'à chaque jeu ou presque il y a une version qui va être destinée aux personnes qui ont mis par exemple le maximum sur la version de luxe. Donc parce que vous avez la partie figurine, le tapis de jeu, vraiment avec tous les éléments premium, on pourrait dire. De l'autre côté, vous avez le jeu qui va être en boutique, qui est forcément beaucoup plus abordable en termes de prix. Oui, parce que c'est pas le même genre de joueurs qui achètent ce jeu-là en version Kickstarter. On va avoir plein de cosmétiques, plein de trucs en plus, parce que c'est ça qui plaît aux joueurs vraiment. On veut un jeu qui est beau, où il y a vraiment plein de matériel en plus, etc. Et effectivement, en boutique, on a plutôt tendance à vouloir un jeu plus abordable. Et donc du coup, c'est l'inverse de plein d'add-ons, plein de cosmétiques en plus. Mais on n'a pas fait ça sur tous nos jeux. Mais effectivement, pour l'instant, Spark et Sifflard, c'est le cas, effectivement. Oui, il y a vraiment cette idée de la partie premium et en plus, ça pose une question, c'est que en termes logistiques, il y a certains bonus qui sont intégrés dans la version de luxe. Par exemple, on parle de Spark Riders 3000, qui est le jeu après Rune. Et en fait, quand on se retrouve avec un jeu en version premium comme ça, qui arrive aussi en magasin dans sa version où en fait au lieu d'avoir des figurines, on a des standees, c'est-à-dire voilà, vous avez du carton.
on se retrouve aussi avec des extensions potentiellement cosmétiques qui peuvent s'acheter à côté. Comment est-ce que ça se gère en termes de logistique, tout ça ? C'est une très bonne question. Alors on a du coup beaucoup plus de références, forcément. Après, tout ce qui est extension et cosmétique, c'est des choses qu'on garde en exclusivité. C'est de l'exclusivité Kickstarter, GameFound, Game on Tabletop, enfin, peu importe la plateforme, c'est de l'exclusivité à la campagne de financement participatif. Et ensuite, on en a, nous, une petite quantité post-livraison, forcément. Donc, en tant que studio, on peut vendre aussi sur notre site internet. Et à ce moment-là, ce genre d'exclusivité, elles sont disponibles sur notre site en très petite quantité après. Mais du coup, c'est pas du tout distribué en boutique, ce genre de choses. Voilà, c'est ça la notion d'exclusivité dans nos jeux, elle est là. Et on parle de Spark Riders 3000, forcément, il y a une question de thématique qui vient, c'est que le premier jeu, Erune, est un digne héritier de HeroQuest, avec le côté médiéval fantastique, tout ça. De l'autre côté, le point commun qu'on va retrouver, c'est le côté coopératif et avec l'application qui permet de jouer. Mais en réalité, Spark Riders 3000, on est complètement dans un thème science-fiction où il faut collaborer avec différents rôles pour pouvoir faire en sorte que notre vaisseau, notamment, échappe un peu ou du moins puisse se défendre face à des aliens. Comment est-ce qu'on saute d'un projet à l'autre ? Est-ce que c'est facile ou est-ce que finalement il suffit presque de changer que de vocabulaire ? Alors, comme les deux jeux en eux-mêmes, en termes de game design, n'ont rien à voir, on peut pas juste se dire on change d'univers. Parce que du coup, vraiment, le game design n'a rien à voir. Effectivement, tu l'as souligné, il y a la coopération et il y a l'application. Même si les applications entre elles n'ont également rien à voir du tout. Erune, on est vraiment sur une application où on parle à son application, elle nous répond, c'est très vocal. Alors que Spark Rider, on est plus sur une application interactive, un tableau de bord sur lequel vraiment on va cliquer, ou alors on peut tout faire à la voix également, mais c'est plus interactif, c'est plus un tableau de bord informatif avec tout cet aspect narration qui est porté par les personnages plus que par l'interface en elle-même. Et après, donc tu disais comment on saute d'un projet à un autre, comment on saute d'un univers à un autre. Ça vient de la tête principalement de Quentin, je dirais, hein, le fondateur du studio. Vraiment, il a cette capacité vraiment à s'imaginer, à se projeter dans d'autres univers. Et je pense que voilà, l'idée de on fait de la science-fiction, on part sur un jeu, c'est un peu bourrin, vraiment, Spark Rider 3000, rien que le nom déjà. Et voilà, il envoie quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très commun comme nom. Et c'est toujours très coloré. Très coloré. On aime les jeux colorés qui plongent dans un univers. On aime l'immersion complète dans un univers. Donc effectivement, on va garder ces éléments-là. Après, est-ce que c'est difficile ? Franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas vous dire. Mais je pense que ça vient de son cerveau. Parce que Spark Riders 3000, la particularité, donc on a un vaisseau dont le plateau est composé de plusieurs pièces. Précisément parce qu'au fur et à mesure de la partie, il se pourrait qu'on perde quelques bouts en course, mais qu'on puisse reconstruire aussi. C'est ça, j'aime à dire, le but c'est d'arriver au point d'arriver en vie, mais pas forcément en un seul morceau, parce que voilà, on peut perdre des bouts en chemin, effectivement. C'est un jeu vraiment de coopération et de survie dans l'espace, donc vraiment on va se battre avec les aliens, le tout accompagné du coup par Iris, qui est l'IA du vaisseau, incarnée par l'application. Et voilà, on va vivre différentes missions, différentes histoires tout le long, qui sont toutes différentes et rejouables. D'ailleurs, je profite pour glisser ça, tout est rejouable. Voilà, on va vivre différentes aventures et c'est ça qui est chouette dans Spark Riders. Mais justement, par rapport à Spark Riders, vous avez eu une campagne de financement participatif, donc il n'y a pas longtemps ? Oui, il n'y a pas longtemps, on a fait la première extension de Spark Riders, qui est Galactic Module. Donc Galactic Module, c'est une extension qu'on pensait assez petite au départ, mais qui au fur et à mesure de la campagne a pris de l'ampleur. Ça aussi, on a du mal à dire non, on a du mal à toujours donner plus. Donc c'est vrai qu'on part sur des petits projets, enfin des petits projets. C'était pas non plus si petit que ça, mais c'est vrai que ça a grandi pas mal pendant la campagne. Donc dans cette extension, on retrouve 6 nouvelles salles de vaisseau, toutes avec une action par salle. On retrouve 2 nouveaux personnages, donc Phil et Frog. Pour la petite anecdote, l'inspiration de ces 2 personnages, elle n'est pas partie très très loin. Il s'agit du petit chien de Quentin, donc qui s'appelle Philou. C'est un chien saucisse, donc voilà, on a fait un chien saucisse de l'espace en l'honneur de son petit chien qu'on adore.
Et Frog, je crois que c'est juste parce que sa femme adore les grenouilles. Je crois que ça vient juste de là. Non, mais il n'y a pas besoin effectivement que ce d'aller soit très loin. compliqué. C'est ça. Et il y a aussi, j'en profite pour dire, il y avait donc 3 nouvelles missions qui étaient prévues dans cette extension. Et on a passé le palier des 200 000 €. Et donc on a débloqué une 4e mission inédite en crossover avec Erune. Vraiment, ça va être un mélange de nos univers complètement délirant et très très fun. Et quand tu dis, bah, voilà, on se retrouve un petit peu avec des fois on a du mal à dire non, etc. C'est déjà arrivé par le passé qu'on se retrouve avec des éditeurs qui promettent trop et qui du coup, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue logistique, n'arrivent pas à suivre. Même faisabilité tout simplement, ou après on n'y arrive pas. De notre côté, c'est pas arrivé qu'on promette quelque chose qu'on n'est pas en mesure de fournir, mais il y a eu des modifications, il y a eu des changements de plan. Un exemple qui me vient, ça va être par exemple la version elfique de Sifflar. Au départ, il était question d'avoir 2 boîtes, une boîte normale et une boîte elfique, donc destinée aux véganes qui n'aimeraient pas le saucisson. L'idée, c'était d'avoir un saucisson elfique, donc betterave, etc. Finalement, en termes de logistique et de coûts, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop élevé pour nous. On ne pouvait pas suivre sans le répercuter sur les joueurs. Donc on a pris la décision de faire une boîte pour les 2, mais avec un kit pour le rendre vegan. Et finalement, donc, tous les joueurs vont avoir ces 2 versions. Il y aura vraiment un kit d'autocollants pour changer les fromages en noisettes. Donc ça concerne 6 jetons, je crois. Donc on n'est pas sur trop d'autocollants à poser non plus. Mais on va pouvoir personnaliser sa boîte, etc. Donc vraiment, ça va être quali comme on aime. Simplement, il n'y aura pas 2 boîtes différentes. Il y en aura une avec les 2 versions dedans. Parce que vraiment, en termes de coût, on n'a pas su s'aligner avec ce qu'on avait dit à la base. Ouais, mais vous trouvez un moyen, parce que ça demande une créativité sur le moment. C'est-à-dire que, pareil, le financement participatif, il y a une part de préparation et qui prend plusieurs mois avant de se lancer dans une campagne de 30 jours. En réalité, je suppose que si jamais je dis 4-5 mois facile de production, en tout cas de pré-prod, en disant attends, on va offrir ça à tel moment, mais si jamais on arrive à ce niveau-là, il faut qu'on puisse proposer, là on va leur demander quel est leur avis dessus. Je suis à peu près dans le... Oui, tu es dans le vrai. Dans l'idéal, oui, effectivement. Alors la pré-prod en termes de game design et de jeu et de qu'est-ce qu'on va proposer aux gens vraiment purement en termes de contenu de jeu, oui, ça c'est largement fait dans les 6 mois qui précèdent. Ça vraiment c'est obligatoire. Je pense que ne serait-ce que pour après pouvoir en parler et prévoir un peu qu'est-ce qu'on va proposer aux gens, c'est sûr que ça c'est déterminé au moins 5 mois à l'avance. Là où c'est plus compliqué, c'est aux côtés de la communication et de la mise en place du financement participatif. Là, idéalement, oui, il faudrait que ce soit prêt 4 mois à l'avance. Dans les faits, on est un studio indépendant et on n'est pas une très grande équipe pour l'instant. Donc on s'améliore de campagne en campagne. Donc ça, c'est vraiment, on est très content de la dernière, on s'est très très bien organisé. Mais effectivement, il y a encore quelques couacs, on ne peut pas être parfait. Et donc ouais, on était prêt à 1 mois, 2 mois avant peut-être, mais... ce qui reste encore assez court. Dans l'idéal, franchement, si on peut viser 3 mois, 4 mois, on serait très content. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme tu dis, vous vous êtes préparé. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que vous avez dû vous adapter. Parce qu'à un moment donné, on a une communauté qui va réagir, qui va se mobiliser, qui va avoir des envies. C'est pas toujours évident de comprendre à quel point tel module de jeu, telle annonce va potentiellement justement fédérer la communauté joueuse. Vous devez vous adapter à la fois sur la promesse et à la fois sur l'exécution de cette promesse. Ça devient finalement, d'après toi, un corps de métier à part entière. C'est-à-dire le côté, on arrive à s'adapter et on arrive à sortir un jeu qui arrive à contenter justement les personnes qui ont cofinancé le jeu. Parce qu'il y a une idée quand même que le jeu existe grâce à la communauté sur Internet. Est-ce que pour vous, en interne, vous vous dites ça fait partie de notre savoir-faire, ou est-ce que vous êtes encore sur l'idée du bon, là on a eu de la chance parce qu'on a réussi à... Non, clairement on n'est pas sur de la chance parce que vraiment sinon on serait trop embêtés. Si on partait sur de la chance, on aurait trop de risques, je pense. Non, vraiment on est sur... Non, je pense que ça fait partie de nos compétences maintenant à force. Est-ce que
Je pense que l'adaptabilité, c'est dès le départ de Arcada Studio, ça a été mis en place très tôt. Ça a été c'est imprégné dans l'essence même du studio, je pense. Nous, on fait les campagnes de financement participatif énormément avec la communauté. On est en live sur Twitch tous les soirs pendant 21 jours. On passe les dernières 24 heures en live avec les joueurs. Donc ouais, non, on a énormément de retours de joueurs. On répond aux commentaires dans les 12 heures qui suivent. En général, on essaie de vraiment être au taquet pour vraiment tout cet aspect. Échanger avec la communauté. Il n'y a que 21 jours à tenir, donc on donne le paquet. Et ben vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. On est à fond pendant les 21 jours. On écoute tous les retours. On prend note de toutes les suggestions. Et on s'adapte en fait. Il y a eu plein de super idées qui ont été données. Alors je ne vais pas avoir d'exemple en particulier à donner, mais et puis ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Mais vraiment, c'est co-créer. On aime vraiment co-créer avec la communauté et écouter ce qu'ils ont à nous dire aussi. La mission avec Erune, évidemment qu'on a eu l'idée. Évidemment nous, c'était une petite idée qu'on avait en tête. Mais voir que tout le monde la voulait, c'était un plus. Le mode 5 joueurs pour Spark Riders, c'est pareil. C'est un truc qui nous a été énormément demandé dès la sortie du jeu de base. Et là, on s'était dit, on va le mettre à un gros palier, le palier des 128 000 €, ce qui était le financement de Spark Riders 3000 en financement participatif. C'est un palier très symbolique. Et on s'était dit, voilà, pour 5 joueurs, let's go. Puis voilà, on l'a atteint très très rapidement. Les joueurs étaient extrêmement motivés, par exemple. C'est fou parce que il y a aussi une idée de garder le contact avec la communauté. C'est un contact qu'on imagine constant, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur les campagnes elles-mêmes, on est sur la durée. On est sur la durée, on a Twitch, un serveur Discord, ouais. On a Twitch où on est présent quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On a une communauté quand même qui nous suit beaucoup et pour tous nos jeux. Donc ça, c'est vraiment... Dans un premier, on a Erune, où encore une fois, on est sur de l'exploration de donjons. Jeu expert en plus. Ouais. C'est vrai que ça aide pas forcément à faire d'autres jeux. C'est ça. De l'autre côté, le jeu d'après, on est sur de la coopération où cette fois-ci, on essaye bon an mal an de faire arriver un vaisseau ou ce qu'il en reste à bon port. C'est ça, et ça c'est un niveau familial initié, puisque du coup il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu. Donc on peut très bien jouer, on le fait jouer à partir de 6-7 ans en famille, sans problème. Après les gens ils jouent seuls à partir de 10 ans sans souci. Enfin, les jeunes joueurs. Et puis ça se joue très très bien aussi entre potes, en mode cauchemar, voilà, en 4 adultes. Voilà, et derrière, il y a un jeu où il faut faire son saucisson. Il faut voler du saucisson. Faut voler du saucisson. Un jeu d'ambiance dans lequel on vole du saucisson, exactement, donc Sifflard. Et là, on est sur un jeu familial, apéro, 5 minutes de règles, 10 minutes de partie, vraiment hyper simple, quoi. Et est-ce que là, il y a une application qui joue justement? Non. Aussi, ouais, ah oui, toujours. Et il y en aura toujours une avec Arcada Studio. C'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est notre ligne éditoriale, c'est des jeux hybrides. Ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve donc avec une communauté par studio, pas par jeu. Et ça, c'est dans le jeu vidéo notamment, il y en a qui font cette erreur-là. Et quand ils sortent un jeu, puis qu'ils en sortent un autre, presque il faut qu'ils recommencent depuis le début. Et là, vous n'avez pas fait cette erreur-là, donc vous avez une communauté qui va avoir à la fois une continuité. Il y en a qui vont vous suivre sur tous les projets, mais comme tu disais, il y en a quand même qui se rajoutent à chaque fois. Est-ce que, en termes de financement participatif, pour Sifflard, vous avez eu, alors pas forcément des attentes puisqu'on est sur un jeu apéro, mais est-ce que, en termes de nature de demande, il y a quand même une teinte différente? Ou alors est-ce qu'au contraire on est sur des gens qui veulent entre guillemets des produits de luxe, puisque vous savez faire de la figurine s'il faut faire de la figurine, vous savez faire des plateaux modulables s'il faut en faire, vous avez une application en plus, donc est-ce que vous avez retrouvé ce niveau d'exigence là, ou est-ce qu'on avait juste des gens qui étaient contents d'avoir un jeu Sifflard où on peut voler du saucisson? Eh ben, c'est très mitigé, c'est très les deux en fait, parce que du coup nos joueurs étaient habitués à plus. Donc c'est vrai qu'on a eu un retour de nos joueurs habitués, notre communauté vraiment proche sur Discord et sur Twitch notamment, en mode mais c'est pas assez les gars, il nous faut plus, on veut du néoprène, on veut voilà. Donc effectivement on a rajouté des stretch goals, voilà, c'est ce qu'on fait, on rajoute des paliers au financement et on débloque des trucs en plus. Donc il y a du néoprène, il y a le beau tapis qu'il faut, il y a. Okay. Du coup il est là, mais et clairement je pense que c'est
pour ce type de genre-là, parce que les genres qui se sont rajoutés, je pense que c'est la majorité qui a pris la boîte de base et pour qui le jeu à 25 €, du coup la version de base suffit amplement. Le saucisson lui-même ne change pas de matière, on est vraiment sur le même gameplay, donc c'est vraiment des jetons de poker qui vont être un peu glissants mais pas trop. Enfin, voilà, c'est ça qu'on voulait pour le game design, pour vraiment avoir la sensation de toucher de ces jetons et leur capacité, justement comme je disais, à glisser et pas glisser. Enfin, voilà, c'était parfait pour ça. Et puis après c'est vraiment le cosmétique en plus qui sert à rien mais qui est là pour faire joli, donc ça c'est pour la version de luxe et qui est pas nécessaire, et les joueurs qui prennent la version de base n'en ont pas besoin en soi, donc Et est-ce que en termes de demande, est-ce qu'en termes de demande tu as déjà eu affaire à des choses où le studio entier en discute en interne en se disant non mais ça on est obligé de le faire, c'est débile mais on est obligé de le faire. On fait tout comme ça en fait. On se réunit et on en parle et on fait des réunions comme ça, un peu sur le pouce. On est tous dans le même studio, on est tous au même endroit, donc vraiment on fait une réunion un peu style allez maintenant on en parle, il faut qu'on décide de ce point-là, et on donne tous un peu notre avis. On est tous membres décisionnaires à part entière. Alors évidemment, s'il y a un truc où le fondateur il est complètement contre, voilà, à voir. Mais il n'y a pas d'idée qu'on sous-évalue sous prétexte qu'elle ne vient pas du fondateur, par exemple. Hein, vraiment, là-dessus, Louis le dit souvent d'ailleurs sur Twitch et en live, on prend les idées de tout le monde. Enfin, vraiment, elles valent la même chose puisque c'est des idées et on les étudie avec le même sérieux en tout cas. Et quand on voit l'industrie du jeu de société, où on est sur notamment une réduction de taille de boîte, de composants, on est sur des jeux qui se veulent financièrement plus accessibles, peut-être plus courts aussi, pour être sûr de toucher le maximum de monde, parce que c'est compliqué. On en discutait avec Florian Siriex que quand on est auteur de jeux de société par exemple, en dessous de 100 000 boîtes, on se dit qu'on va pas se payer, on va pas gagner notre vie avec ça, et 100 000 boîtes c'est énormissime. Avec Gigamic, on parlait d'adaptation, on parlait d'absorption de marché. Vous de votre côté, on a une communauté qui va demander un tapis néoprène, on va demander des éléments de luxe. Est-ce que vous vous sentez privilégié par rapport justement au reste du marché en tant qu'OVNI finalement, ou est-ce que en fait en regardant à droite et à gauche vous n'êtes pas les seuls, mais c'est juste que vous touchez finalement un type de cible qui vous appartient? Effectivement, nous, nos joueurs, ils sont principalement des backers, des contributeurs à des campagnes de financement participatif. Et je pense que c'est ça la différence, c'est que les jeux en financement participatif, on est habitué à avoir différents niveaux de contribution et donc différents niveaux de jeux au final qu'on reçoit. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des jeux en version de luxe et en version pas de luxe, avec des trucs en plus, sans trucs en plus. C'est juste parce qu'on passe par ce biais-là. Après, oui, tu l'as très bien dit, le défi actuel, c'est de faire des jeux qui sont toujours plus simples, moins de composants, des boîtes plus petites pour qu'elles soient... On est à la mode des jeux d'ambiance. Des jeux d'ambiance, des jeux faciles, des jeux accessibles. Donc c'était notre défi principal avec Sifflard. On voulait faire un jeu d'apéro hyper simple, etc. Typiquement, un des trucs qui nous a été beaucoup demandé et qu'on a fait, c'est un mode expert dans notre jeu. Ça reflète bien quand même ce que veulent nos joueurs habituellement. On fait un jeu d'apéro, d'accord, mais on veut un mode expert quand même. Ah oui, en plus, c'est vraiment l'idée on veut un mode entre guillemets difficile ou au moins stratégique, alors qu'en fait, à la base, ça n'a pas lieu d'être pour Sifflard. C'est un jeu d'apéro. Et pour autant, voilà, on l'a fait. On a fait des rôles à chaque personnage, et donc du coup, c'est un jeu qui est asymétrique, alors qu'à la base, il ne devait pas l'être. Typiquement, voilà, c'est un exemple on a complexifié notre jeu pour répondre à une demande de la communauté. Mais derrière, ça complexifie notre jeu tout court, et du coup ça peut être un souci en termes de distribution, puisque nous on voulait distribuer vraiment un jeu d'ambiance hyper simple, et on se retrouve il y a une variante, on a appelé ça une variante mode avancé. Bon, effectivement c'est le cas, on n'est pas sur un mode expert hyper compliqué, ça reste asymétrique simple, mais quand même c'est là, et du coup ça complexifie le jeu, et en termes de distribution il peut pas être vendu au même titre qu'un trio par exemple.
qui va être des cartes uniquement, 3 minutes chrono, montre en main de règles et tu joues. Alors justement, je vais avoir une question vis-à-vis de ça. C'est que quand on parle d'applications, etc., forcément, à un moment donné, vous savez faire des applications avec de l'interaction dedans, vous connaissez vos univers. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à faire les versions jeux vidéo, puisqu'on a Asmodée notamment, on a d'autres éditeurs qui vont s'attaquer à cette partie-là, c'est-à-dire proposer par exemple sur mobile la version du jeu. Et si jamais c'est pas encore quelque chose auquel vous avez vraiment réfléchi, si la communauté vous disait nous on serait prêt à vous soutenir là-dessus, est-ce que vous iriez ? Je ne veux pas m'avancer trop non plus sur cette question. Néanmoins, nous, on a vocation de faire des jeux de société hybrides. Donc, a priori, c'est pas prévu qu'on passe sur un mode de jeu vidéo tout seul. Ça ne serait pas l'ADN du studio du tout. Et si nos jeux ils étaient jouables que en jeu vidéo ou que en jeu de plateau, ça ne serait pas des jeux hybrides. Donc du coup, nous, on va rester dans cette ligne éditoriale-là. Du moins pour les prochaines années à venir, ça, je peux m'avancer. Mais après, je sais pas, on verra. Mais dans l'idée, ce sera uniquement des jeux de plateau avec une application à côté. Même une adaptation BGA n'est pas envisageable en vrai pour nos jeux. Parce que vous voulez vraiment pouvoir manipuler le jeu. Ouais. Ok. En tout cas, merci beaucoup Noah. Merci Thomas pour avec grand plaisir. On retrouvera du coup Arcada Studio sur internet notamment, sur les réseaux sociaux, et du coup vous avez les jeux Erune, Spark Riders 3000 et le tout dernier Sifflard, c'est ça, et il va y avoir une nouvelle sortie qu'on a à peine annoncée pour l'instant en 2025 qui sera donc les légendes des mers. On étend l'univers des runes, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais voilà, donc faut suivre notre actualité pour savoir un peu plus. Oh, j'ai du retard à rattraper moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurai, j'espère très bientôt, le plaisir de retrouver Noah et Arcada Studio pour d'autres épisodes, que ce soit vis-à-vis de leur jeu, pour discuter en détail de la fabrication de leur jeu, de leur conception, mais aussi de l'impact de cette stratégie de financement participatif sur la conception même des jeux, puisque il faut penser dès le départ du jeu dans l'idée à comment est-ce que la communauté qui va vouloir mettre la main au portefeuille puisse influencer, finalement, avoir la sensation qu'il y a une réelle participation au projet. Et donc tout ça, ça va être abordé dans d'autres épisodes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celui-ci et je vous souhaite une superbe fin de journée.